Bon, ben, au fil de ces parlotte un petit peu à bâton rompu, en passant du coq à l'âne, parce que c'est assez amusant. Bon, ben, c'est vrai que j'ai eu une carrière scientifique assez variée, assez diversifiée, dont vous n'avez vu qu'un toute petite facette, parce que c'est un truc à tiroir, d'une anecdote souvent assez colorée. Et là, j'aimerais bien présenter de manière bien pesée l'idée la plus importante que j'ai pu avoir toute ma carrière de recherche. Parce que bon, ben, j'ai été l'homme qui a imaginé qu'on puisse voler à vitesse supersonique sans onde de choc. J'ai fait des maths, de ceci, de cela, des tas de choses. Mais ça, c'est important. Et ça fait toucher aussi du doigt une chose essentielle. C'est quand on a des idées profondes, elles passent pas. Et ça, l'histoire des sciences en est plein. C'est tout. Donc moi, je prétends que c'est une idée importante. C'est même une idée à laquelle l'avenir de notre vie sur la planète est accroché, quoi. C'est pas basé sur des travaux théoriques ou expérimentaux, des choses comme ça. C'est basé simplement sur une réflexion. Si on considère le phénomène appelé vie, avec un grand V, la vie, bon. Est-ce qu'on peut dire des choses là-dessus qui soient pertinentes, qui ne soient pas des sottises, qui ne soient pas je dirais des croyances. De toute manière, il y aura croyance. Je ne parle pas de croyances religieuses. Moi, j'ai dit une fois une chose, c'est que la pensée, c'est un système organisé de croyances, quelle que soit la pensée. Prenez les maths, les croyances et les axiomes. Hein. Vous prenez même le discours de n'importe qui, il est orienté sur des croyances, quoi. Il y a des croyances religieuses. Et par conséquent, dans ce que je vais dire, appelons ça une hypothèse de travail, il y aura forcément une croyance. Quand on se penche sur le phénomène de l'évolution du vivant, on se dit qu'est-ce que je peux dire qui soit pas trop idiot. Il semble que le vivant évolue du simple vers le complexe. J'enfonce les portes ouvertes en disant une chose pareille. Un chien, c'est plus compliqué qu'une méduse et nos sociétés humaines sont plus évoluées et plus compliquées que les sociétés de lapins, par exemple. Quelque chose comme ça. Bon. Donc il y a une espèce de croissance dans la complexité. Et il y a aussi une croissance dans la communication. Et chez nous, la communication, elle s'est faite comme dans la vie animale, de manière sonore, avec des gestes, des signes, des intonations, à phraser, quoi. Puis après, il y a un truc formidable, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est quoi? C'est une mémoire externe. C'est l'invention de la mémoire externe. C'est vrai que quand vous prenez un ordinateur et que vous faites une copie sur disquette ou sur DVD, c'est une mémoire externe. Et la mémoire externe, c'est le papier-crayon, quoi. C'est tout. L'invention de l'écriture, c'est le fait de pouvoir coder la pensée et les paroles par écrit et transmettre. Et il y a même une chose extraordinaire. Je sais qu'il y a la transmission orale, mais quand on prend un livre, il arrive qu'il y ait des livres écrits il y a des siècles et où le phrasé correspond tout à fait à notre époque. Moi, je sais pas, quand je lis un livre de Voltaire, j'ai l'impression que ça a été écrit par un contemporain, quoi. Donc, autrement dit, il y a cette chose fantastique dans le livre, dans l'écrit, c'est que c'est une façon de parler aux gens du futur, quoi. Formidable. Bon, simple remarque comme ça. Donc, on devient de plus en plus complexe, on a une mémoire externe, puis aussi il y a une chose, c'est que l'homme acquiert une technologie. L'animal les animaux ont des technologies, et très souvent, enfin même toujours, ces technologies leur sont indispensables. Hein. On cite l'exemple des poules qui avalent des cailloux
pour concasser le grain à l'intérieur, et s'ils n'ont pas de cailloux, ils ne digèrent pas, quoi. Donc c'est vital pour elles, cette espèce de... La technologie, c'est la différence entre le naturel et l'artificiel. Donc ça, ce sont des muscles, le concassant artificiel qui permet de concasser le grain. Maintenant, un autre exemple, c'est sur les crabes qui sécrètent du mucus et qui vont chercher des petits coquillages, et puis qui se les collent sur le dos pour se camoufler. Et ça leur permet de survivre. S'ils n'ont pas cet artifice, ce complément artificiel à leur biologie, ils survivent pas. Donc ils ont une technologie. Il y a vous savez bien que les singes utilisent des baguettes pour aller chercher des fourmis, etc. Donc il y a des technologies, même casser des choses, utiliser des armes de jet, par exemple, etc. Et puis tout d'un coup, l'homme développe une technologie de façon complètement explosive, et ça nous amène à l'époque où nous sommes. Et cette technologie nous permet de maîtriser de l'énergie, d'être devenus les maîtres du globe, du moins nous le pensons. Nous avons réduit toutes les autres espèces à la servitude. Nous exploitons toutes les ressources possibles et imaginables, quitte à le faire de manière catastrophique. Bon. Mais il y a aussi une chose essentielle, c'est qu'on communique. Et la communication, ça a commencé par l'écrit, justement, parce que c'est vrai que quand on écrivait une lettre ou un message sur une terre cuite et qu'on l'envoyait, ça permettait à un individu d'aller parler à un autre bonhomme qui était à 500 km. C'est quand même extraordinaire quand on pense à ça. Donc la première communication, c'est l'écrit, puis alors après, on invente le téléphone, la radio, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on se situe au début du siècle et qu'on imagine les paysans de la campagne qui entendaient le téléphone, quoi. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et après, il y a la radio, et puis il y a les communications par ondes courtes, la nuit, parce qu'il y a moins d'activité radioélectrique dans l'air. À ce moment-là, vous avez les radios amateurs qui communiquent grâce à des couches ionosphériques qui réfléchissent les ondes. Alors, vous avez des records, vous avez un type, il est à Londres et il s'est mis en contact avec un type qui est à Sydney. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, les ondes se sont réfléchies, mais ils arrivent à communiquer. Puis après, on passe un saut considérable avec les satellites. Et je crois que nous sommes de la génération de la communication totale sur la planète. Le téléphone portable, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi, puisque c'est un outil de communication individuel. Et en plus, je crois que les gens ne réalisent pas que ça se fait grâce à des satellites qui sont à 40 000 km, quoi. Le GPS, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Maintenant, dans quelques années, les gens se demanderont tiens, mon père utilisait des cartes géographiques, alors que c'est tellement plus facile de mettre le code et tout ça. Bon. Sauf si un jour ça tombe en panne, là on est bien. Mais grâce à ce système de satellites, la communication sur Terre est totale. Je peux brancher mon portable et vraiment appeler un type qui est en Australie, quoi. Moi, je me rappelle d'un truc, c'est à l'époque où il y avait le fax, parce que c'est vrai que la communication à grande distance, ça coûtait cher. Il y a 20 ans, s'il fallait téléphoner aux États-Unis, on regardait le compteur parce que ça coûtait la peau des fesses. Et téléphoner en Australie, ça n'est pas venu à l'idée. En plus, on avait un temps d'attente, c'était pas instantané, etc. Puis tout d'un coup, il est arrivé un truc marrant, c'était le fax. Le fax coûtait pas tellement cher. Et je me suis mis à discuter avec des Japonais avec le fax. Et puis après, avec des Australiens. Et à un moment, je discute comme ça avec un Australien et je dis, est-ce que vous savez que vous avez la tête en bas, quoi? Elle me répond, non, c'est vous. Et c'est vrai que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on est en contact avec un bonhomme qui est aux antipodes et qui, lui, a la tête dans l'autre sens. C'est extraordinaire, un truc pareil. C'est là qu'on réalise la Terre est ronde, quoi. Et après, on a eu, il m'a appelé au téléphone, on a eu une conversation téléphonique. C'est la seule fois où j'ai eu une conversation téléphonique avec un antipodien. Et c'était très marrant parce que on a repris cette histoire comme quoi chacun croyait que l'autre avait la tête en bas et après on a raccroché le téléphone prudemment, quoi, puisqu'on avait réalisé que la Terre était ronde, quoi. Donc je résume, la complexité permet la communication
Et c'est pareil, je veux dire, se complexifier ou communiquer, c'est la même chose, parce que dès qu'un système cellulaire devient multicellulaire, ben, il y a une communication entre les cellules, etc. Donc se complexifier ou communiquer, c'est forcément interdépendant, quoi. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, youpi, j'ai découvert peut-être un des aspects phénoménologiques fondamentaux de la vie. C'est-à-dire se complexifier pour accroître son champ de communication. C'est là qu'à ce moment-là intervient une croyance. Et si c'était l'idée de base, si le vivant, vous savez qu'il y a un truc, c'est que même les gens qui sont darwinistes, ils finissent toujours par dire la vie. Et la vie est qu'un grand V. Hein. On ne va pas rentrer dans cette polémique, c'est simplement de la phénoménologie. Il y a quelque chose qui fait qu'on a un mouvement vers plus de communication grâce à plus de complexité. Et moi, je fais l'hypothèse du travail que c'est ce qui sous-tend le phénomène appelé vie. Alors, à ce moment, il y a des gens qui diront, vous êtes en train de nous ramener Dieu. Non, non, n'allons pas si loin. On s'en fout, en fait, ça n'a aucune importance. Il y a émergence d'un phénomène, et ce phénomène, il évolue visiblement de cette façon, et on peut supposer que c'est sa raison d'être. Hein. Je vais prendre une phrase de Maître Pangloss, vous savez, le maître de Candide dans le livre de Voltaire, c'est la raison suffisante. Pangloss, effectivement, t'entends dit des bêtises, puisqu'il dit si nous avons un nez, c'est pour y porter des lunettes. C'est vrai que ce genre de raisonnement, ça arrive, ça mène des fois à dire des conneries. Mais là, bon, on fait comme Maître Pangloss, on va supposer que le fait de vouloir étendre son champ de communication, c'est la raison suffisante du vivant. Bien. Alors, à ce moment-là, au point où on en est, effectivement, quand on revient en arrière, on découvre que tout d'un coup apparaissent les plantes à fleurs. Quand on a des végétaux, les végétaux, ils ont des spores, et puis comment est-ce qu'ils font pour communiquer? Effectivement, il y en a qui ont des cellules séminales qui sont emportées par le vent, quoi, ou qui sont d'ailleurs transportées par des bestioles, parce qu'il y a des vecteurs formidables là-dedans. Avant de faire intervenir les fleurs, il y a les oiseaux qui mangent les graines, et alors il se trouve une chose, c'est qu'il y a des graines qui ne sont pas digestes. Donc à ce moment, ils les bouffent, ils font 500 km, et après, hop, ils font leurs besoins, et ça les plante ailleurs. C'est fantastique, un truc pareil. On a eu une démonstration brillante de ce genre de choses quand est apparue l'île des Maillets au sud de l'Islande. Vous savez qu'il y a un volcan qui est apparu, et tout d'un coup, dans la fumée et la vapeur, on a vu apparaître une île, quoi. Et cette île était du basalte, il n'y avait rien, quoi. Et il a fallu très peu de temps pour qu'il y ait de la végétation, parce que les oiseaux sont arrivés, ils ont fait leurs besoins, crac, ça s'est mis à pousser. Donc l'oiseau est un vecteur de communication extraordinaire. Et un autre vecteur de communication, c'est l'abeille, qui elle va butiner les plantes, et qui transporte ça à droite et à gauche. Donc dans ce système du vivant, on voit que la complexification, il y a des véhicules, il y a des êtres vivants qui servent de véhicules pour transporter l'information. Et nous, on a des véhicules qui sont des charrettes avec des chevaux, ou alors on prend le téléphone, enfin on prend l'avion, on n'arrête pas de transporter, de communiquer, de transporter. Et puis tout à coup, on se met à l'échelle du système solaire, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est allé sur la Lune, 400 000 kilomètres, bon, d'accord. Mais après, Mars, 8 minutes lumière, des mois et des mois de voyage, pourquoi foutre? Et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, se visser dans la tête, c'est que le système solaire, c'est ridiculement petit à l'échelle des distances interplanétaires. Si vous prenez, je ne sais pas si c'est exactement l'image qui convient, mais vous imaginez que le prochain village est à 1 kilomètre, le système solaire, c'est une pièce de monnaie, quoi. Donc, il y a un facteur 10 000, je crois, entre la dimension du système solaire et les plus proches étoiles. Alors, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est la fin de l'histoire? Disons que technologiquement, à condition d'être patient, on pourra aller sur les satellites de Jupiter, quoi. Peut-être même éventuellement aux confins du système solaire, mais c'est rien, c'est la banlieue. Imaginez des types qui mettent un message à la mer dans une bouteille, comme on a fait avec les sondes voyageurs, et à ce moment-là, la bouteille
emporté par le courant, arrive au bord du port de La Rochelle, et à ce moment-là, tout le monde dit fantastique, ça va arriver en Amérique. Il a fallu 3 mois pour que ça arrive au bord du port, et on pense, voilà. Bon. Là, c'est pareil. Je veux dire que nos moyens technologiques actuels rendent certains sceptiques sur le fait qu'il puisse y avoir des communications interstellaires. Alors, si c'est impossible, ça voudrait dire que c'est la fin de l'histoire. Il y a des gens même qui considèrent que c'est la fin de l'histoire. Il y a même des gens qui considèrent que les civilisations sont périssables. C'est-à-dire, même les civilisations terrestres complètes. C'est-à-dire que, autrement dit, il y a une espèce de cycle, puis après, on se fout sur la gueule, la vie, boum, zéro, puis après ça repart. Bon, c'est une façon commode d'évacuer le problème. Hein. Et maintenant, un autre petit coup d'œil sur l'évolution. J'avoue que là-dedans, je me sers beaucoup de ce que j'ai appris de Louis David, qui est un biologiste, enfin un type fantastique que j'ai connu dans le temps, qui savait tellement de choses. Et il m'a dit une chose, c'est que quand une espèce animale acquiert un nouvel attribut morphologique, il y a un attribut comportemental qui va avec. C'est-à-dire en quelque sorte que le soft va avec le hard. Lui, il disait que le soft était livré en même temps que le hard. Je ne pose pas la question de savoir comment c'est livré, mais il se trouve qu'il y a conjonction des deux. Il y a des tas d'espèces animales qui ont des attributs offensifs, tels que si les mâles s'en servaient pour se combattre, il n'y aurait plus d'espèces. Donc il faut forcément qu'ils aient un système comportemental. On voit d'ailleurs, il y a des tas de choses. Par exemple, il y a des animaux qui habitent dans des biotopes et qui exploitent ce biotope en broutant d'une certaine façon, qui fait que de toute façon, ils laissent à la végétation la possibilité de... Alors on pourrait dire, un darwiniste dirait, si ça n'était pas apparu, il n'y aurait plus eu de végétation. D'accord. Mais là, je rentre pas dans la question. C'est comme ça. Bon, le soft et le hard arrivent ensemble. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est que tout d'un coup, une espèce vivante sur Terre, qui se trouvait un mammifère, qui est l'homme, qui a 2 bras, 2 jambes, qui était peut-être en station de boue au moment où ça s'est produit. On peut pas peut-être devenir très intelligent en étant à 4 pattes. Comme disait Laurent Gourand, le paléontologue, la station de boue libère les mains. Évidemment, quand on est debout, après, on devient l'homo faber, on peut faire des choses. Bon, après, la technologie apparaît, et on serait en droit de se dire, là, il y a un attribut morphologique, il est même pas morphologique, parce que on a certainement des gènes pratiquement identiques aux préhominiens, quoi, à 3 fois rien près. Donc, qu'est-ce qui nous différencie? Simplement, c'est que l'être humain, ça devient une poupée Mattel. C'est-à-dire que le crabe qui avait ses coquillages collés, si on enlève le coquillage, c'est plus cette espèce-là. L'espèce a forcément des trucs collés. La poule avec ses cailloux, c'est pareil. Nous, l'être humain, c'est l'homme, la femme, plus toutes les boîtes Mattel. Hein, vous connaissez les poupées Mattel avec tout ce qu'on peut faire avec, quoi, etc. Donc, il y a tout ce qu'on a, la voiture qui se trouve là, le pot en terre cuite, les fauteuils, l'ordinateur, etc. Disons que si on voulait représenter un homme, il faudrait le représenter à l'intérieur d'un truc qui soit aussi grand que la Samaritaine, quoi, qui serait tout ce qui va avec, quoi, tous les accessoires, quoi, hein, les accessoires qui vont avec l'être humain. Donc, à ce moment-là, il a acquis un attribut qu'on peut résumer par l'unité, qui est la technologie. Hein, donc, c'est l'homo technologicus, quoi. Donc, si on reprend l'idée que suggérait David, qui était que le soft va avec le hard, à ce moment-là, et c'est vrai que quand il y a un attribut morphologique, il y a un attribut comportemental qui permet de contrôler l'attribut morphologique. Et donc, si on prend un être vivant comme l'homme, et qu'à ce moment-là, il devient un homo technologicus, quel est l'attribut comportemental qui lui permet de contrôler sa technologie? Et quand on dit contrôler, c'est comme ce qu'on disait pour un fauve, un animal qui a des attributs offensifs. La technologie, elle n'est pas que bénéfique. Ce sont les armes, c'est la pollution. Il y a des retombées dramatiques. L'homme peut se servir effectivement de ses attributs pour conquérir, pour dominer.
mais il en est arrivé au point où il est capable de flanquer sa maison par terre. Donc il faut forcément qu'il y ait un attribut comportemental qui fasse que ça ne se produise pas. Pourquoi? Parce que vous voyez bien l'idée que j'ai derrière la tête, c'est que si la conquête du système solaire n'est pas la fin de l'histoire, à ce moment-là, ça veut dire qu'un jour on ira dans les autres systèmes. On ira dans les autres systèmes stellaires. Et c'est pas avec un goéland qui aura des ailes immenses. Il n'y a aucun oiseau qui aura les ailes assez grandes pour nous porter, ne serait-ce que sur la Lune, quoi. Donc si on veut quitter notre caillou, il faut le faire avec un attribut technologique. Et moi, je dirais même la chose suivante, c'est que la technologie, c'est fait pour. Parce que sans la technologie, on n'est pas capable de faire ce genre de choses. Alors c'est la fin de l'histoire. Alors si le développement de la communication, c'est l'idée sous-jacente du vivant, alors la technologie est un point de passage obligé, quoi. C'est normal. Hein. Il y a plein d'évolutions comme ça biologiques qui représentent des sauts qualitatifs importants, et c'est obligatoire. L'apparition de la mémoire, par exemple, les éléments du plancton, que ce soit du zooplancton ou du phytoplancton, ils ont une rome mais pas de rame, ils n'ont pas de mémoire. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à les dresser par apprentissage pavlovien. Ils font toujours les mêmes conneries, quoi. Alors que des animaux aussi simples que l'oursin ont une mémoire. Puis alors après, on passe à l'intelligence. Ah, c'est intéressant parce que quelle est la différence entre un être intelligent et un être qui n'est pas intelligent? Eh ben, l'intelligence, on ne sait pas encore faire d'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est la capacité de créer du code, de se reprogrammer. Et actuellement, il n'y a pas d'ordinateur qui soit capable de se reprogrammer. La seule chose que peut faire un ordinateur, aussi complexe qu'il ait l'air d'être, c'est de changer de sous-programme. Il dispose d'une bibliothèque de sous-programmes considérable, comme un système expert, et puis ça marche pas, j'essaie autre chose, quoi. C'est comme ça que vous faites plumer aux échecs complètement par un ordinateur qui change de stratégie jusqu'à ce qu'il vous ait jusqu'au trognon, quoi. Mais il n'est pas intelligent, quoi. Il n'est pas capable de modifier complètement son comportement. Et là, on parle de ce qu'on connaît pas, parce que s'il fallait définir l'intelligence, il faudrait pouvoir définir en physicien comment on arrive à créer un système qui change sa programmation. Ça, on ne sait pas faire. Il y a peut-être un problème de logique formelle derrière tout ça. Mais je reviens à cette idée de technologie. La technologie, elle, je pense qu'elle est faite pour permettre le voyage interstellaire et qu'elle est dangereuse. Enfin, sa dangerosité est évidente. On est assis sur un nombre complètement déraisonnable de bombes à hydrogène. Et puis alors, en plus, quand on voit ce que les gens commencent à faire, Astrid, le surgénérateur à neutrons rapides, on se dit mais au secours, mais on est vraiment dirigé par des fous complets. Regardez l'évolution politique, les inégalités, enfin, on s'en sort pas, quoi. Donc à ce moment-là, quel est l'attribut comportemental indispensable pour contrôler la technologie? Ma réponse personnelle, c'est la capacité de s'interroger sur les conséquences à long terme de ces actes, en supposant que les animaux ne l'ont pas. Ils ont un bagage instinctuel, donc on arrive à humaniser les animaux en vivant avec. On leur confère des comportements tout à fait étonnants, quoi. Je donne un exemple. J'ai un ami qui a un gros chien très costaud, qu'il a dressé, et c'est un chien qui a une race d'origine allemande, donc il aime beaucoup l'ordre. Il range les choses. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand il range, eh bien, on le remercie, on lui donne un petit bout de ceci, un petit bout de cela. Bon, ben, j'ai laissé traîner une paire de pantoufles, il est arrivé avec les pantoufles. Il a eu droit à un petit quelque chose. Il t'a cherché une deuxième paire de pantoufles. Il m'a amené toutes mes chaussures, moi. Donc, vous voyez, donc je pense pas que les animaux fassent ça dans la nature. Donc, il y a une sorte de modification du comportement animal chez l'homme. Mais, dans la nature, les chiens ne rangent pas. Les loups non plus, quoi. Bon. Ce qui n'empêche quand même que les animaux sont capables d'avoir des gestes symboliques extraordinaires. Il existe par exemple des oiseaux paradis en Nouvelle-Guinée qui font des jardins de séduction. C'est dedans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils construisent un truc très compliqué avec n'importe quoi. Ils tressent une espèce de petite voûte. Là-dedans, ils mettent des tas de choses comme ça. Et puis,
après, il rencontre une femelle, il dit, viens, je vais te montrer des trucs formidables. Et elle arrive, elle regarde, et si le jardin de séduction est bien, à ce moment-là, elle se laissera sauter par le gars, et ils ont des petits, ils font un nid, mais qui n'a rien à voir avec le jardin de séduction. C'est quand même extraordinaire. Et il y a une symbolique là-dedans. Viens chez moi, je vais te montrer mes estampes japonaises, quoi. C'est extraordinaire. Bon, donc, il faut pas sous-estimer les animaux de ce côté-là. Ils ont peut-être des possibilités pour nous surprendre, mais ils sont intelligents. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont la capacité de s'interroger sur les conséquences lointaines de leurs actes? On ne sait pas. Mais nous, on l'a, et non seulement on l'a, mais il faut qu'on l'ait. Et à ce moment-là, cette capacité de s'interroger sur ces conséquences des actes, c'est la conscience morale. On lui a donné un nom comme ça. Et cette conscience morale, éventuellement, on l'a ritualisée, on lui a donné une forme religieuse, on l'a codée d'une façon quelconque, mais c'est un peu une espèce de tentative désespérée de l'espèce d'assurer sa survie, quoi. Tu ne feras pas ceci, c'est les interdits, quoi. Hein. Tu ne tueras point, quoi, par exemple. Tu n'extermineras. Premier principe, tu n'extermineras point l'espèce humaine. Ça devrait être en tête de liste d'une religion du nucléaire, quoi. Hein. Bon, pas près de naître. Donc, si le but, la raison suffisante de la technologie, c'est le voyage interstellaire, il faut y réfléchir. Et rappelez-vous ce que disaient les astrophysiciens et les astronomes il y a seulement 20 ans. Moi, j'entendais, mais qui vous dit qu'il y a d'autres planètes, hein? Rappelez-vous la loi de, je ne sais plus comment il s'appelle, un type, il a fait des probabilités pour que l'univers existe, probabilité pour qu'il y ait un soleil, probabilité pour que la planète soit située au bon endroit. Il y avait tellement de probabilités, et à ce moment, des gens disaient, supposez que ce soit zéro, hein, supposez qu'on soit les seuls. Donc, il y a cette espèce de discours qui a laissé des traces écrites, de gens qui disaient « Et pourquoi ne serions-nous pas les seuls êtres pensants dans tout l'univers ?» De nos jours, moi, ça me fait rouler de rire par terre, quoi. C'est inimaginable. Alors, après, il y a eu les exoplanètes, avec ce brave gars, le brave Suisse qui a découvert la première avec le télescope de 1,93 m là, de Haute-Provence, quoi, de manière indirecte. Maintenant, on a des centaines d'exoplanètes, et puis ça va être exponentiel. C'est comme les quasars. Un jour, on aura des dizaines de milliers d'exoplanètes. On ne cherche même plus à les compter. On en découvre une tous les je ne sais combien, quoi. Et alors, à ce moment-là, en plus, ces exoplanètes, on en est déjà à découvrir des planètes de style Terre. Et on découvre que les étoiles ont très facilement des systèmes solaires. On pourrait expliquer pourquoi, d'ailleurs, hein, parce que ça commence à être à peu près compris et évident. Et la NASA a publié une espèce de statistique sur le nombre de planètes qui étaient susceptibles de porter une vie habitée dans notre galaxie, qui fait 200 milliards d'étoiles. C'est monstrueux, quoi. Je veux dire qu'on a facilement 1 million ou 10 millions de planètes habitables. Bon. Alors là-dedans, même si on fait des coupes sombres là-dedans, dans un truc qui est une galaxie qui fait jamais que 100 000 années-lumière de diamètre, ça voudrait dire qu'on a peut-être 1 million de planètes avec une vie intelligente. Alors, là, vous voyez, la première réaction que j'ai, moi, c'est que ça me fait cesser de croire au Père Noël, parce que le Père Noël ne peut pas visiter tout ce monde-là en une seule nuit, quoi, c'est pas possible. Bon. Ensuite, ça pose des problèmes fantastiques, un truc comme ça. Donc, j'entendais un astrophysicien, il y a 6 mois, 1 an, qui disait une chose, parce qu'il était interviewé, et par charité, je ne citerai pas son nom, hein, mais il disait, bon, étant donné la grande quantité d'exoplanètes qu'on a découvert, maintenant je veux bien admettre que nous ne sommes pas la seule planète habitée, mais les autres, c'est au niveau bactérien, c'est génial. C'est un géocentrisme, c'est-à-dire que nous, on est en haut de la pyramide, ailleurs, je veux bien qu'il y ait des bactéries, mais sans plus. Ce qui est terrible, c'est quand on est astrophysicien, quand on connaît un petit peu l'astronomie, on sait un truc, c'est que les étoiles et les planètes, elles ont des âges très différents. Si on a un cosmos qui fait plus de 10 milliards d'années d'âge, nous, on a une Terre, un Soleil qui fait 4 milliards et demi d'années, mais il y en a plein qui naissent, il y en a qui sont plus vieilles, et finalement, 1 milliard d'années, c'est vite attrapé, quoi. Alors, si autour de ça, il y a des planètes, et si
il n'y a pas cette espèce de phénomène d'autodestruction qu'invoquent les intégristes, en disant ne vous inquiétez pas, nous sommes au sommet de l'évolution parce que nous allons bientôt nous autodétruire, comme ça le problème sera réglé, et les autres c'est pareil, quoi. Je veux dire qu'il y a personne de plus intelligent que l'homme parce que comme l'homme est assez con pour s'autodétruire, tous les autres c'est pareil. Il y a un type d'ailleurs qui disait, je trouve, enfin un machin qui est venu des États-Unis, la preuve qu'il y ait une intelligence extraterrestre, c'est qu'ils prennent pas contact avec nous, quoi. C'est vrai que c'est pas mal vu de la situation dans laquelle on se trouve. Mais tout ça, ça amène à se poser une question. Et si nous n'étions pas au sommet de la pyramide évolutive? Ça, c'est merveilleux, un truc pareil. Si nous étions les singes des autres. Parce qu'il y a une différence qualitative profonde entre les différentes espèces. Quelqu'un me disait ces jours-ci qu'un chien, même fort intelligent, avait à peu près les capacités intellectuelles d'un gosse d'1 an et demi, quoi. Possible, quoi. Voilà. Mais 1 an et demi, c'est pas mal, mais ça va pas très loin, quoi. Bon. Et l'homme a essayé d'entrer en contact avec les êtres les mammifères les plus intelligents, en l'occurrence les bonobos. Hein. Les bonobos, c'est des singes, et ils n'ont pas de capacité de phonation, parce qu'ils n'ont pas les os sur lesquels peuvent s'accrocher les cordes vocales et tout ça, donc pas de possibilité de phonation, du moins au sens où nous l'entendons, c'est pas commode. Et ils font partie des espèces, comme on a essayé de le faire avec un gorille, avec lequel on essaie de communiquer. Alors il y a une américaine, je crois, qui avait développé un langage gestuel avec le gorille, par exemple. Et pour montrer à quel point ça va loin, elle venait voir ce gorille avec un collier, quoi. Et puis, disons que dans son langage gestuel, le singe savait dire collier. Et il savait dire doigt aussi. Puis un jour, elle arrive, elle s'était mariée, elle avait une alliance. Et le gorille a dit collier de doigts. Tiens, t'as un collier de doigts. Fantastique, hein. Donc, vous voyez, il faut pas sous-estimer les gorilles, quoi. Maintenant, les bonobos aussi peuvent nous surprendre de manière incroyable. Il y a des gens qui ont fait des interfaces de discussion qui sont des écrans tactiles, dans lesquels il y a des mots, des verbes, des adjectifs, etc. Et lisez tout ce qui a pu être écrit là-dessus. C'est quand même assez extraordinaire, cette communication qui peut se faire. Et même, il y a... Est-ce qu'on peut parler d'attitude affective? Et par exemple, les chercheurs font l'expérience de mêler des bonobos qui ont appris le langage humain à la fois à reconnaître 2000 mots, mais à parler avec quand même 170 mots ou un truc comme ça, et des bonobos issus carrément de la tribu, quoi. Et à ce moment-là, dans le comportement de ceux-là, il y en a un qui fait une bêtise. Et il fait une bêtise alors qu'il n'est pas, j'emploierais pas le mot dressé, il n'est pas éduqué, quoi. Et à ce moment-là, le chercheur l'engueule. Comment tu as foutu ça par terre, etc. Et l'autre se met devant en le protégeant, qui est une attitude en consistant à dire ne soyez pas injuste avec lui, il n'est pas éduqué. Donc, vous voyez, bon, alors là, on découvre qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des choses, par exemple, moi je sais que si j'étais chercheur, je l'aurais fait immédiatement. Lorsqu'on essaye de faire parler des bonobos, ils n'ont pas de capacité de phonation. Simplement, il y a un type qui a fait des phonogrammes, qui a fait des enregistrements sonores de choses qu'il disait, et ben ils essayent. C'est-à-dire que, par exemple, si on leur dit cup, qui veut dire la tasse, et ben ils font cup, cup. Et puis si on regarde le phonogramme, on se dit c'est presque ça. Donc autrement dit, imaginez, vous prenez un bonobo à la naissance, vous lui mettez des petits os en plastique et des muscles, et puis tout d'un coup il apprend à s'en servir, il discute, quoi. À ce moment-là, jusqu'où est-ce qu'on ira? Il leur faudrait un siège à l'ONU, quoi. Non mais vraiment. Bon, alors là, le problème de l'hominisation est posé, mais on peut supposer qu'il y a une différence qualitative quand même, qu'on ne pourra jamais faire. Vous savez, c'est comme, par exemple, nous, on a dans l'espèce humaine, des Mongoliens. Ces Mongoliens, ils peuvent atteindre un certain niveau de ceci et ça, mais ça plafonne, c'est pas possible de faire mieux, quoi. Donc, ce sont des hommes diminués. Bon, maintenant,
est-ce qu'on peut considérer un bonobo comme un homme diminué? Qu'est-ce qu'on pourrait arriver à faire avec ça? Je ne sais pas. Mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des espèces vis-à-vis desquelles nous soyons des bonobos. Et des espèces qui puissent dialoguer avec nous, avec notre propre langage, hein, mais qui se disent c'est pas la peine d'aller plus loin parce que ça ils peuvent pas comprendre. Alors là c'est vrai que l'intellectuel, le scientifique, le philosophe se dira mais qu'est-ce qu'il y a que je ne puisse pas comprendre? Ben justement on peut pas vous l'expliquer par définition, c'est pas possible quoi. Mais heureusement, ce qui sauve là-dedans, c'est l'humour, quoi. Je trouve que tout d'un coup, découvrir qu'on est le singe des autres serait très drôle, quoi. Ça m'amuserait. Sauf que j'aimerais pas finir dans une cage avec des extraterrestres qui diraient envoie-lui une cacahuète qui nous pondent un théorème, quoi, parce que ce serait pas très drôle, quoi. Mais actuellement, on est dans une situation où je pense que nous sommes à moins d'un siècle de la maîtrise des voyages interstellaires, ce qui est rien du tout. Pour ça, il faut de l'énergie, mais je veux dire que Michio Kaku, lui, il a essayé astrophysicien américain, physicien, c'est un peu l'Hubert Reeves du coin, là, il a essayé d'extrapoler en parlant de civilisations de type 1, 2, 3, 4, 5. Alors, lui, il extrapole en disant qu'il doit y avoir des civilisations qui sont capables de mettre en jeu l'énergie du Soleil tout entière. Je crois que c'est même pas la peine d'aller jusque-là, quoi. Je veux dire que, par contre, quand on commence à être capable de manipuler l'énergie nucléaire, là, vraiment, on rentre dans une phase intéressante. Alors, il y a une chose curieuse, c'est à ce moment-là qu'on est le plus visité, quoi. Il y a une espèce d'accentuation, d'observation, de gens qui voient des objets qui se posent avec des petits bonshommes qui nous ressemblent, etc., qui foutent le camp, qui n'ont pas tellement d'avoir envie de communiquer. Mais mettez-vous à la place de voisins comme ça, qui ont la capacité de se déplacer, la capacité d'observer. Tout d'un coup, vous observez la Terre, vous dites tiens, par exemple, en 45, on pourrait dire on est à un siècle, c'est vrai qu'en 2045, mettons un siècle et demi, hein, ils sont à 150 ans de comprendre, quoi. Donc observons-les, quoi, c'est tout. Mais observons-les, mais je veux dire que il peut pas y avoir de transfert technologique, parce que le transfert technologique, c'est une catastrophe. Actuellement, nous avons des technologies, et il faut bien le dire, dans les faits, nous nous en servons que pour ravager notre biotope et pour nous détruire. Même s'agissant de ce qu'on met dans la bouffe, on est en train de détruire notre santé, quoi. Je sais pas, mais il y a des types qui font des conférences en disant nous sommes plus malades que l'étaient nos grands-parents, parce que on met des choses qui nous rendent malades. On est en train d'empoisonner l'atmosphère. Un jour, peut-être, avec les téléphones portables, on aura une explosion de cancer au cerveau comme on n'a jamais vu jusqu'à présent. Il faudra bien en tenir compte, quoi. Regardez, par exemple, le nucléaire. Et le problème des faibles radioactivités. Après Fukushima, on essaye de faire avaler aux gens le fait qu'il faudrait s'habituer à vivre avec un certain nombre de REM et de choses comme ça. Ça fait partie de la vie normale, quoi. Disons que quand vous ferez vos courses au supermarché, vous regarderez en disant tiens chérie, j'ai trouvé un truc, c'est pas mal, il y a moins de temps. C'est vrai. Et vous avez vu qu'au Japon, par exemple, les Japonais, pour faire preuve de solidarité vis-à-vis des gens de la région de Fukushima, on a mélangé les salades et tout le monde mange un petit peu de radioactivité pour participer au désastre local, quoi. Bon. Alors, la connerie, je crois que de ce côté-là, l'homme n'est jamais à court. Et ce que je vois, ce dont je peux témoigner, et je trouve ça hyper dramatique, c'est que face à des bribes de connaissances qu'on pourrait tirer de contact avec les ethnies venant d'ailleurs, qui ont donc une avance technologique plus importante, la seule application, c'est les armes. Et moi, j'ai parlé dans des vidéos des contacts que j'ai eus à Brighton avec des gens, et je leur ai posé la question sur les contacts, quoi, sur la récupération d'épaves. Réponse positive. Et quand je vois ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Des torpilles hyper véloces, des navettes spatiales hypersoniques. Ils se posent aucune question, quoi. Pour eux, c'est bien, quoi. Ils sont bien marrés, quoi. Et ça fait penser à la phrase d'Enrico Fermi, qui a été un pionnier du nucléaire et de la bombe, hein. Et quand les gens ont commencé à se poser des problèmes avant qu'on lâche les bombes sur Hiroshima et Nagasaki, sa phrase c'est vous m'emmerdez, c'est quand même de la belle physique.
C'est fantastique. Et Fermi a payé ça très cher parce que lorsqu'il a construit le premier réacteur nucléaire, la première pile atomique sous les gradins de l'université de Chicago, ce pile atomique, c'était de la matière fissile à l'intérieur d'un gros bloc de graphite. Et là-dessus, il y avait des barres de contrôle, et Fermi se promenait son réacteur en manœuvrant les barres de contrôle. Il a ramassé une radioactivité pas possible, et il en est mort relativement rapidement. Il est mort d'un cancer, et après, il cherchait une solution scientifique pour se guérir, quoi. C'est un côté faustien extraordinaire, quoi. Le type qui s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, quoi. Donc là, actuellement, on est dans une situation de choix dramatique, vraiment. Et je pense qu'on est entouré d'observateurs. Ces observateurs ne peuvent pas nous aider. Parce que ça, je peux vous le dire, de par toutes les expériences que j'ai pu avoir, partout dans le monde, l'analyse du phénomène OVNI, c'est pour faire des armes. C'est tout. Voilà le drame de la Terre. Donc, la technologie, c'est fait pour les voyages interstellaires. Comprendrons-nous à temps? Voilà. Et je m'aperçois que cette idée-là, je l'ai publiée, je l'ai dite, ça ne rentre pas. Au revoir tout le monde.